Voilà, eh bien, écoutez, on est de retour pour la poursuite de ces journées nationales des géosciences 2024 et 2025. Donc, ces journées sont organisées dans le cadre d'un partenariat entre la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et le CNRS et principalement l'Institut national des sciences de l'univers. Ces journées proposent aux écoles et aux collèges donc un cycle de visioconférences dont le titre est Exploration et enjeux contemporains. Évidemment, l'idée de ces journées, c'était aussi d'insister sur la variété et la diversité des disciplines impliquées justement dans les géosciences. Alors, on commence l'après-midi avec Guillaume Charbonnier, qui est docteur en géologie. Alors, il est chargé de mission ressources minérales et patrimoine géologique à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France. Et il va nous parler, comme je l'ai dit ce matin, il va nous parler de la géologie dans ma ville. Alors moi, je veux savoir de quelle ville il va nous parler. On va disparaître, Guillaume. On se retrouve tout à l'heure dans une grosse demi-heure quand tu auras déroulé ton propos et que les élèves et les enseignants ont pu saisir toutes les questions qui seront venues à leur esprit en t'écoutant. On disparaît et à tout à l'heure. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc effectivement, je vais vous parler un peu de la géologie de la ville et notamment, de la pierre et de l'homme, en faisant un peu, le trait d'union entre environnement passé, notre patrimoine, tous les types de patrimoine d'ailleurs, hein, ça peut être architecturaux tout comme naturels, avec la géologie, et puis aussi une partie d'histoire. Donc ça permet vraiment d'essayer de relier, les différentes disciplines que vous avez, en enseignement. Et moi donc j'ai eu tout d'abord un cursus vraiment, classique en université, puisque j'ai eu un doctorat en géologie et ensuite je me suis orienté vers, un poste plutôt au niveau, des services de l'État, dans l'administration, puisque aujourd'hui, je suis chargé de mission ressources minérales et patrimoine géologique. Donc ça fait un sens aussi de vous présenter aujourd'hui la relation qu'on peut avoir entre la pierre et l'homme, puisque je suis un service de l'État au sein du ministère de la transition écologique, décentralisé avec un champ d'action au niveau de la région Île-de-France. Donc je vais vous parler surtout de la région Île-de-France. Donc c'est bien, il y a quelques écoles, d'Île-de-France, notamment j'ai vu Bullion, dans les Yvelines. Et pour les autres, je vais vous inviter à découvrir d'une autre façon, on va dire, la relation que peut avoir, les Franciliens, le territoire francilien et la géologie. Donc tout d'abord, la géologie, elle est partout, dans notre quotidien. Donc c'est valable pour vous aussi dans vos classes, car l'homme a depuis toujours, hein, depuis des millénaires, depuis qu'il est présent, exploité la ressource minérale, donc la roche, le dur, heu, car la ressource minérale, c'est la deuxième substance la plus exploitée, derrière la ressource en eau. Donc vous avez dû avoir déjà une intervention peut-être dans ce domaine-là. Et on distingue en général 2 ressources quand on parle de roche, quand on parle de dur, dans ce que l'on voit dans le paysage. C'est ce qui va être exploité en carrière et ce qui va être exploité en mine. Alors ce qui va être exploité en carrière, hein, c'est tout ce qui est la roche ou des minéraux qui sont non métalliques et qui sont non énergétiques. Par exemple, du calcaire, du gypse, heu, donc tous ces, roches-là, qui sont extraites comme vous le voyez sur, la petite, diapositive ici, par des, pelles mécaniques qui vont venir, entailler, ces roches et ces roches vont pouvoir être utilisées, avec différents objectifs, j'y reviendrai un peu plus tard. Et puis on a ce qui est donc la mine. La mine, c'est tout ce qui est métallique, donc par exemple l'or, hein, l'argent, les éléments, métalliques comme l'aluminium, vous avez des barrières d'aluminium par exemple, hein, que vous pouvez trouver et cetera et cetera, et c'est tout ce qui est également énergétique, hein, le charbon, par exemple, ou le pétrole. En Île-de-France, on a exploité le pétrole fut un temps, hein, aujourd'hui il y en a plus, dans le sous-sol, mais ça a été exploité. Donc, c'est une ressource qui est intimement
depuis très longtemps, donc lié à l'homme, et qu'il l'a utilisé à différents niveaux. Voici un petit panorama des utilisations que vous pouvez retrouver autour de vous, d'éléments qui sont donc extraits. Ça peut être donc, j'en parlais du gypse, vous le trouvez surtout au niveau du bâtiment, de la construction, c'est tout ce qui fait les cloisons, les plafonds, parce que c'est les plaques de plâtre, donc vous en avez dans votre environnement immédiat. Un environnement immédiat aussi, c'est les éléments chimiques, ces éléments métalliques ou chimiques qui sont utilisés et qu'on ne se doute pas forcément, mais des terres rares, par exemple, servent pour nos smartphones. Ce sont des éléments chimiques qui sont utilisés et qui nous permettent d'avoir le côté tactile du smartphone. C'est certains éléments chimiques qui le permettent, qui sont exploités. Également, qui permettent de glisser le doigt sur le téléphone sans contact. Ça aussi, c'est certains éléments chimiques qui sont exploités et qui sont utilisés, qui permettent d'être utilisés en technologie au niveau du smartphone. Quelque chose qui est exploité beaucoup en région parisienne, c'est le grès. Là, on est à Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Et ce grès, il est utilisé pour faire le verre, notamment. Donc voilà, les verres à pied que vous avez à la cantine, les verres de table, c'est du matériel qui est exploité. Et puis, je vous ai mis aussi un élément qui est aujourd'hui incontournable, qu'on trouve presque partout. Donc ça rejoint aussi un peu le smartphone, mais également, on en parle beaucoup en ce moment, puisqu'avec le développement des voitures électriques, c'est le lithium qui est exploité, donc un élément métallique qui est exploité et qui sert à faire fonctionner, à utiliser les batteries. Donc voilà, les batteries aussi de téléphone, batteries pour n'importe quel appareil. Donc vous voyez, avec quelques exemples, quelques matériaux extraits, on a, alors il y en a d'autres, évidemment, il y a tout ce qui est métallique pour faire l'aluminium, pour faire les alliages. Donc vous voyez que tout autour de vous, vous pouvez essayer de faire le test, vous trouverez des éléments qui servent au quotidien. Elle est partout dans les différents secteurs également. Donc là, ça regroupe un peu ce que je fais aussi au sein du ministère de la Transition écologique, où je suis en charge du schéma régional des carrières, donc du côté du minéral, des carrières, et comment on utilise ces matériaux-là dans la ville, à la fois dans le secteur du bâtiment, puisque votre bâtiment autour de vous, pareil, c'est un exemple que vous pouvez prendre. L'ossature de votre bâtiment est fait en béton, et pour faire du béton, on a besoin de géologie, on a besoin de roches. On utilise ces bouts de roche pour faire le ciment, puis après le ciment vient faire le béton, et le béton, vous avez votre structure qui est faite en béton. C'est également utilisé dans le secteur des infrastructures. Donc quand vous, par exemple, un dallage de parking, là où vous garez, c'est des dalles en béton également. Donc là, on a aussi un besoin de roches. Également dans les transports routiers au niveau des routes ou autoroutes, le bitume pour faire une départementale, c'est fait à base également d'extraction de roches. Donc la géologie est aussi présente sur les routes, autoroutes. Et puis au niveau des transports en commun, là aussi, ce que vous utilisez, par exemple, nous en Île-de-France, on a le nouveau Paris, le nouveau Grand Paris Express, qui est les nouvelles réseaux ferroviaires de métro qui est en train d'être créé. Pour créer ce réseau ferroviaire, on a besoin aussi de roches, on a besoin de minéral. Et donc les transports en commun, que ce soit par métro ou même par train, lorsque vous voyez vous prenez le train aujourd'hui, vous avez les rails, et entre les rails, vous avez les petits graviers qui sont mis pour stabiliser les rails. Ça, c'est de la roche extraite également qui sert. Donc avec ce petit panel, vous pouvez constater, vous pouvez faire le test dans vos classes, vous pouvez vous amuser à essayer de voir qu'est-ce qui est minéral, qu'est-ce qui est issu de la transformation minérale, et vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de choses. Donc il existe, à travers ces petits exemples, un lien très fort entre l'homme et la pierre, donc depuis longtemps, parce que vous avez ici des exemples, pour ceux qui connaissent, alors je ne sais pas s'il y a des classes de Bretagne, mais les alignements de Carnac, voilà, par exemple, qui sont des alignements de menhir, qui sont du granit, des roches donc, qui ont été alignées par l'homme, des éléments de silex.
vous avez là, qui a servi à faire le feu, donc ces éléments de roche également, vous voyez là aussi des tumulus, donc des tombes, où étaient enterrés certains personnages importants, là aussi plutôt dans les époques très anciennes. Donc vous voyez, depuis 4-5 000 ans, on a ce lien fort entre l'homme et la pierre, au-delà de l'exploitation que l'on en fait aujourd'hui. Et moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, dans ce lien fort entre la pierre et l'homme, on nous rajoute la ville, en plus, parce que je vais vous parler de Paris, et du lien qui existe donc fort, comme je vous l'ai déjà dit, entre la pierre et l'homme, mais en plus avec Paris, parce que vous allez voir que, tout comme les éléments que vous trouvez autour de vous, Paris, finalement, on retrouve la géologie partout, dans les monuments, dans l'architecture, donc des bâtiments, dans les ponts qui traversent la Seine, et etc., etc. Alors, on ne peut pas commencer par l'histoire de Paris, l'histoire de la pierre, sans évoquer une histoire un peu plus ancienne. Parce que la pierre et l'homme, pour qu'il y ait cette pierre, il faut que cette pierre soit déposée. Je vais revenir très rapidement sur finalement cette relation entre la pierre et l'homme et Paris. Elle commence il y a beaucoup plus longtemps qu'il y a 4, 5, 6 000 ans. Elle commence, alors il faut faire un effort de travailler sur le temps très long, ce qui n'est pas forcément évident, mais c'est une histoire qui commence il y a 45 millions d'années. Donc essayez de remonter un peu vos horloges sur des temps très très longs. Donc 45 millions d'années, pourquoi? Parce qu'il y a 45 millions d'années, Paris était tout autre chose que le Paris que l'on connaît actuellement. Il y a 45 millions d'années, Paris était une station balnéaire. Donc Paris était situé au fond d'un golfe, un golfe avec une mer très peu profonde, une mer tropicale. Vous avez une petite reconstitution ici de l'époque, il y a 45 millions d'années. Donc vous voyez, Paris est ici. Donc vraiment au fin fond de cette mer, au sud de Paris, pour nos amis des Yvelines à Bullion, donc ils étaient à l'époque là sur la terre plutôt, et par contre Paris même était dans les eaux, vous voyez, et c'était une mer tropicale, il y avait des palmiers à Paris, il y avait des températures assez élevées. Il y avait une mer peu profonde, entre 20 et 25 degrés d'eau, et vous voyez une petite reconstitution qui est effectuée ici, de l'environnement, donc une mer très peu profonde, très riche en biodiversité. Il y avait également des grands herbiers, donc c'est ces végétaux qui étaient au fond des eaux, un peu comme des herbiers de Méditerranée aujourd'hui. Il y avait toutes sortes d'une biodiversité assez importante, des bivalves, des mollusques, toutes sortes de poissons, et des requins, pour faire un lien avec une célèbre série. Et oui, effectivement, il y avait bien des requins dans la Seine à un certain moment à Paris. Alors c'était un peu plus qu'une Seine, du coup, c'était une mer. Et du coup, au fond de cette mer va se déposer un calcaire. C'est-à-dire que les restes de ces organismes-là vont venir décanter, vont venir tomber au fond de la mer, et au fur et à mesure des millions d'années, elles vont former une roche qu'on a appelée la roche du Lutétien. Alors pourquoi la roche du Lutétien? Parce qu'on a une époque géologique, 45 millions d'années, qu'on appelle le Lutétien, qui est une tranche de temps de l'histoire de la Terre, si vous voulez. On peut faire très simple. S'il y a des questions là-dessus, je pourrais largement y répondre, il n'y a pas de problème. Donc une des tranches de temps, c'est le Lutétien, c'est pas un nom tiré par hasard. Lutétien, ça vient de l'ancien nom latin de Paris, Lutèce, puisque effectivement, vous l'aurez compris, c'est cette roche que l'on retrouve beaucoup à Paris. C'est pour ça que l'histoire de Paris commence il y a 45 millions d'années. C'est cette roche-là qui s'est déposée dans une mer tout à fait tropicale, et qui contenait des énormes fossiles. Vous avez un exemple ici de fossiles qui faisait jusqu'à 70 cm de long, un gastéropode. Vous pouvez voir ce genre de gastéropode pour les classes qui sont en Champagne. Il y a un musée qui est visitable, qui est la cave aux coquillages, qui justement atteint ce niveau de roche du Lutétien, où on retrouve ces énormes fossiles. Et donc c'est assez pédagogique aussi à aller voir pour les différentes classes. Donc à cette époque du Lutétien, il y a 45 millions d'années, il y avait une mer dans laquelle s'est déposé un calcaire, et ce calcaire, vous l'aurez compris, va devenir l'emblème de Paris, puisqu'il a servi à la construction de beaucoup de monuments, et qui a poursuivi l'histoire de Paris à travers les âges. Donc Paris est né du Lutétien, il est né de cette pierre qui s'est déposée il y a 45 millions d'années, et c'est une pierre de construction qui est issue même des propres entrailles de Paris.
Donc vous allez voir, hein, qui a été exploité vraiment sur place, voire même en sous-sol, sous Paris, et qui a été exploité donc cette pierre depuis plus de 2000 ans. Et donc il y a ce lien fort entre la géologie, la pierre, l'homme et la ville de Paris. Alors c'est là qu'on va faire notre petite histoire aussi, hein, l'histoire de Paris. Donc, ça permet de travailler la géologie, les sciences naturalistes, mais aussi l'histoire, hein, puisque Paris, hein, c'est Lutèce, l'ancien nom de Paris. C'est tout d'abord une époque gallo-romaine, hein, parce que les Romains s'y posent. Ils s'y posent à 75 avant Jésus-Christ. Et à cette époque gallo-romaine, bah, Paris, c'est surtout, par rapport à un Paris que l'on connaît aujourd'hui, hein, c'est uniquement centré sur l'île de la Cité, hein, puisque c'est là qu'est vraiment la vraie ville historique de Lutèce, qui a donné Paris ensuite. Vous avez un peu des reconstitutions ici, comme était Paris à l'époque, hein, donc avec des remparts, avec une ville gallo-romaine. Et pour faire ces monuments, bah, l'homme a déjà commencé à extraire la roche, extraire cette pierre du Lutétien qui s'était déposé il y a plusieurs millions d'années. Et au départ, c'est une extraction à ciel ouvert. Alors une extraction à ciel ouvert, c'est-à-dire que la roche affleure à nu, en tout cas sans forcément creuser en souterrain pour l'instant, hein. Elle est vraiment en surface, cette roche. Et les premiers qui ont colonisé un peu et qui ont formé Lutèce vont extraire cette pierre pour construire leur monument. Hein, ce qui est logique à l'époque, hein, il n'y a pas de moyen de transport qu'on connaît aujourd'hui, hein. Donc pour construire une ville, qu'est-ce que l'on fait? On utilise les roches qui sont à côté, et ça tombe bien, il y a une super roche dans le coin qui est le lutétien et qui est très résistant, ce qui permet de faire des bâtiments. Vous avez ici un exemple qui est les thermes gallo-romains, donc les restes de l'ancien terme, hein, gallo-romain de Cluny. Alors Cluny, ça se situait plutôt sur la rive gauche, hein, de la Seine, hein, que vous avez ici, donc plutôt par ici. Pour ceux qui veulent aller voir à Paris, ces termes-là existent encore, hein, en tout cas, leurs archives, hein, parce qu'il ne reste plus que ces monuments, et on reconnaît bien la pierre qui a été utilisée par les Gallo-Romains pour construire ces thermes, et ça témoigne aussi, hein, du passé gallo-romain de Paris, puisque les thermes étaient vraiment quelque chose qui était associé aux Gallo-Romains. Il en existe dans différentes villes, d'ailleurs, que les Gallo-Romains ont colonisé au fur et à mesure. Puis, il y a eu une baisse un peu de productivité à Paris, une baisse de population, et c'est revenu surtout au Moyen-Âge, avec l'âge d'or au Moyen-Âge, hein, au XIIe siècle notamment, où là, il y a eu de nouveau un pic, avec une ville qui s'étend de plus en plus, hein, au-delà uniquement de la cité, hein, avec le début de mise en place de grands chantiers au cours de ce Moyen-Âge-là. Et notamment, bah, Paris a eu l'édification d'une enceinte. Hein, vous avez ici une reconstitution historique avec donc le mur d'enceinte autour de Paris, qui était constitué de 70 tours et de 11 portes. Ce mur d'enceinte a été construit donc toujours en cette pierre du Lutétien, avec de l'extraction de cette roche, hein, du Lutétien, qui a servi à faire une enceinte tout autour de Paris. Et puis, bah, vous avez là encore un exemple, encore aujourd'hui, hein, un témoin de cette enceinte, hein, qui est dans le 5e arrondissement à Paris, où vous voyez la trace de cette enceinte qui faisait tout le tour de Paris à l'époque. Et puis c'est une époque où il y a ce qui est très prospère, hein. Donc vraiment la ville de Paris grandit de manière assez importante, et comme elle grandit, bah, il faut construire. Il faut construire des édifices, hein. C'est aussi une période religieuse avec le catholicisme, donc il y a beaucoup de châteaux, beaucoup d'églises qui sont construits. Et un des châteaux les plus célèbres avant de devenir un musée, hein, c'est le château du Louvre, que vous avez ici une reconstitution qui était faite d'une tour ronde au centre avec une muraille, et qui était faite en lutétien. Et si vous allez visiter aujourd'hui le musée du Louvre, hein, au niveau -1, vous avez encore les anciennes fondations de ces tours, hein, ce que vous avez là en photo. Et donc, ce château-là était fait donc en calcaire de lutétien aussi. Avant de devenir le palais du Louvre, puis un musée, palais et musée qui sont aussi faits par l'extraction de roches. Donc à force d'utiliser de la roche, au bout d'un moment, il commencera à y avoir une pénurie. Parce qu'à force de faire des édifices, hein, à force de faire des grosses constructions, la roche en surface n'est plus assez disponible.
Donc à partir du XIVe siècle, cette fois-ci, il commence à y avoir une extraction, cette fois-ci en sous-sol, hein. C'est-à-dire que, heu les Parisiens, ceux qui vont faire les monuments, ceux qui vont les carriers, ceux qui vont extraire la roche, hein, ils vont commencer à aller l'extraire sous Paris elle-même, hein, vraiment dans les entrailles de Paris. Et un des sites les plus emblématiques que vous connaissez, hein, probablement, si vous avez visité Paris aussi, un des sites qui est extrêmement spectaculaire, hein, c'est les catacombes. Donc les catacombes, avant de devenir un cimetière, donc au XVIIIe siècle, hein, c'était surtout des carrières de pierre qui ont été extraits, hein. Vous avez ici, la roche, hein, qui est visible, qui a été extraite, hein, dans des couloirs. Vous voyez les couloirs, ces couloirs, c'est des anciens couloirs où les carriers extrayaient la roche. Et donc les catacombes qui font 800 hectares sous la ville de Paris, donc c'est une surface assez considérable, ont commencé à extraire au fur et à mesure la pierre pour pouvoir construire les monuments de Paris, pour pouvoir construire la ville, hein, tout simplement au fur et à mesure. Vous avez ici quelque chose qui a été aménagé en escalier, hein, mais c'est un ancien puits, hein, vous voyez, où étaient extraits les blocs de pierre pour la construction. Donc ils étaient remontés à la surface par ce puits. Je vous expliquerai un peu plus tard comment cela fonctionnait. Vous avez ici une petite carte, donc une carte Google Maps classique de Paris, hein, pour vous rendre compte du périmètre aujourd'hui, et une carte à gauche où vous avez l'étendue de l'extraction souterraine. Donc vous voyez que sur le sud de Paris, hein, donc ce qui correspond à vraiment toute cette partie-là, ici vous avez une partie qui a été toute exploitée en souterrain, donc vraiment sous les rues, hein, de Paris même, donc qui représente vraiment une quantité assez importante, hein. Euh, et ce mode d'extraction a évolué, hein. Il a évolué parce que, au départ, on laissait beaucoup de qui dit extraction en souterrain pose des problèmes de sécurité, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tout extraire, sinon, le plafond pouvait tomber. Donc il fallait laisser des piliers, sauf qu'à un moment, dans les piliers, c'était aussi de la ressource, hein, qui n'était pas exploitée. Les carriers ont inventé de nouvelles techniques d'extraction pour essayer d'extraire le maximum de pierres, parce qu'il y avait une demande assez conséquente pour fournir, et pour fabriquer, tous les monuments etc. Et ils ont créé un mode de soutien qui est appelé par Hague et bourrage, hein. Vous voyez comment ça repose, hein. Ça repose sur mettre quelques éléments les uns sur les autres comme soutien, et donc d'extraire davantage de pierres de bonne qualité, de pouvoir la vendre. Alors le problème de cette technique-là, c'est qu'à terme, hein, et notamment c'est au XVIIIe siècle, à force d'exploiter, il y a eu des séries de graves effondrements du sol parisien, hein, notamment avec des évacuations. Vous avez ici un peu un exemple, hein, de problèmes où ici même, vous voyez, l'effondrement, hein. Paris est fait véritablement sur un gruyère, hein, c'est-à-dire que, tout en dessous, c'est plein de dédales qui ont été exploités, et il y a des moments, comme je vous l'ai dit avec la technique précédente, il y a un moment où ça pouvait s'effondrer, hein. Et donc du coup, à un moment, il y a eu un décret, notamment du roi Louis XVI, hein, en 1776, qui a interdit l'extraction en souterrain, des carrières, à cause de ce risque-là. Et donc depuis ce temps-là, on n'exploite plus en souterrain sous Paris, hein. Donc vous voyez que c'est quand même assez récent. Et aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a plus de carrière à Paris même, hein. Et le 4 avril, un an après, là j'ai mis une date importante, puisque c'est ce qu'on appelle la création de l'Inspection générale des carrières. Alors c'est un organisme qui a été créé justement en 1777 pour vérifier l'état des carrières et inventorier l'état des carrières, et pour voir s'il n'y avait pas des risques d'effondrement. C'est un service aujourd'hui qui fonctionne toujours et qui fait toujours son service d'inspection, de recensement des carrières. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement ancien, une des plus vieilles institutions françaises, hein, donc l'inspection générale des carrières, qui exploite encore, et qui aussi cartographie, parce qu'il y a beaucoup de carrières qui étaient inconnues, hein, qui n'ont pas forcément été inventoriées, hein, au fil des siècles. Et donc l'inspection générale des carrières vérifie toujours que Paris ne va pas s'effondrer sur soi-même. Donc quelques monuments ici, hein, qui ont été faits avec l'extraction de cette pierre, hein, les entrailles même de Paris, hein, les Invalides, la place de la Concorde, donc le Louvre, j'en ai parlé, la place Vendôme, l'Opéra Garnier, la tour Saint-Jacques, qui sont situés dans le centre vraiment historique, hein, le cœur historique de Paris, mais également Notre-Dame. Alors Notre-Dame, ça a fait l'actualité, hein, ces derniers temps, il n'y a pas si longtemps que ça, avec sa réouverture, puisque effectivement, avec
avec la destruction de Notre-Dame, hein, il s'est posé la question de la reconstruction, donc, hein, ce que vous avez dû suivre peut-être, et pour reconstruire les pierres qui ont été abîmées ou soit par l'incendie, hein, soit avec les structures qui ont été fragilisées au niveau des roches, eh ben, ils ont, pour réparer Notre-Dame, utilisé vraiment les carrières qui avaient déjà été utilisées, qui avaient déjà servi, comme à l'époque hein, de la construction, hein, 12e, 13e siècle. Hein. Ils ont été jusque dans l'Oise, chercher ce calcaire lutétien, extraire ce calcaire lutétien. Vous avez ici la carrière qui a été utilisée pour faire l'arc des voûtes des murs Bahut, qui est une carrière de la Croix-Huyard à Bonneuil-en-Valois. Il y a 8 autres carrières qui ont également été utilisées pour extraire des blocs qui soient les plus proches possibles, qui soient les mêmes, qui soient identiques à ce qui avait été utilisé à l'époque pour faire Notre-Dame. Donc on voit qu'aujourd'hui, on peut avoir une actualité également d'extraction hein, pour les monuments historiques qui existent toujours, des pierres qu'on appelle ornementales, hein, qui servent à la reconstruction de monuments historiques. Et là, en l'occurrence, ça a servi pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Pour finir, je vais vous parler de carrière aussi, pour vous montrer une autre utilisation. Là, on est dans le Val d'Oise, donc un exemple d'Île-de-France, hein, des carrières du Val d'Oise qui ont été exploitées au XVIIIe siècle. C'est la carrière de Saillancourt à Sagy, une petite commune dans le Vexin. Vous avez la position sur la carte, ici par rapport à Paris qui est ici. Hein, donc vous voyez, ils ont été chercher au 18e la roche des fois assez éloignée de Paris, je parlais de l'Oise, mais voilà, c'est un autre exemple, même en Île-de-France, où on peut aller la chercher loin. Alors la carrière de Saillancourt, hein, qui a connu vraiment un apogée au XVIIIe siècle, XIXe siècle, avec plus de centaines de personnes qui y travaillaient, vous avez des petites photos d'archives ici. Et alors pourquoi cette carrière a été utilisée et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est vraiment la pierre qui a été extraite à Saillancourt, hein, qui a servi à la fabrication de certains ponts de Paris. On peut utiliser également hein, donc, la pierre, non seulement pour faire les bâtiments, mais aussi pour faire les ponts. Et notamment Jean-Rodolphe Perronnet, hein, qui fut architecte du roi, ingénieur du roi, qui a créé une structure. Eh ben, il a eu l'idée d'utiliser cette pierre-là pour faire de nouveaux types de ponts. Donc, on a révolutionné la façon de faire les ponts. C'est les ponts à grande arche que vous avez ici, hein, qui a 2 effets importants, ces ponts à grande arche. Là, c'est le pont de la Concorde que vous avez là, qui relie donc la Concorde à l'Assemblée nationale, qui fut avant le pont Louis XVI, avant d'être nommé pont de la Concorde, puisqu'il fut construit dans cette période un peu révolutionnaire. Il s'est construit, la construction s'est arrêtée après la Révolution. D'ailleurs, la légende raconte que la destruction de la Bastille, qui était faite aussi en calcaire de Lutétien, la destruction de la Bastille en 1789, les pierres de cette Bastille-là ont été utilisées pour faire ce pont pont Louis XVI dans un premier temps et pont de la Concorde en second temps. Voilà, la légende qui raconte ça. Donc Jean-Rodolphe Perronnet a créé ces grandes arches qui permettent au flux de la Seine d'être un peu mieux géré, hein, parce qu'on a des plus grandes ouvertures, donc le fleuve permet de mieux gérer, et les péniches permettent de passer. Hein, donc cette révolution, il y a de nombreux ponts qui l'ont utilisé, hein, outre ce pont-là, des ponts qui ont aussi été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'existent plus, comme le pont de Mantes-la-Cède. Mais alors pourquoi utiliser cette roche d'aussi loin? Parce que cette roche a vraiment une particularité extrêmement importante, parce qu'il a une résistance mécanique de 13 mégapascales. Alors je ne vous demande pas de retenir ce que c'est le mégapascal et le 13, mais pour l'époque, c'est une pierre qui a une très très grande résistance. Et d'ailleurs, du coup, c'est assez vrai, puisque finalement, aujourd'hui, 200 ans plus tard encore, le pont est toujours debout, hein, et cette pierre-là vient concurrencer les bétons, hein, en termes de résistance. Donc c'est que voilà, elle avait une capacité qui était assez intéressante, et ils ont été chercher jusque dans le Val d'Oise cette pierre-là pour faire les ponts de Paris. Ce qui était quand même pas rien à l'époque, hein, parce qu'il fallait transporter les matériaux. On ne transportait pas les matériaux aussi facilement à l'époque qu'aujourd'hui. Et je vais finir sur les méthodes d'extraction, parce que je vous ai parlé un peu des puits. Comment en souterrain on extrait les roches, hein. Les roches, la pierre de lutétien avait cette caractéristique que, comme elle était en souterrain, elle était assez humide, hein. Humide, elle se découpait très facilement en blocs, hein. On mettait des petits coins, hein, que vous avez là, hein, puis on tapait dessus avec des grandes masses, et ça permet d'extraire des blocs. Par contre, une fois que ces blocs séchaient,
et ben, ils devenaient durs comme du béton. Donc en gros, ils étaient assez facilement extrayables. On taillait assez facilement des blocs, des gros blocs, hein, c'est-à-dire qu'une fois que le bloc était extrait, les carriers le façonnaient aux dimensions, du client, hein, ce que demandait le client. Heu et et donc du coup, derrière, il était utilisable comme ceci pour les bâtiments, car après, à la lumière du jour et avec le temps, il devient très résistant en séchant et donc bah, il a été fait pour tous les bâtiments et donc ponts, comme je vous le disais. Alors en souterrain, il était remonté, comme je l'ai dit, par des puits d'extraction, hein. Vous avez un petit schéma ici qui vous le montre. Vous avez une roue, hein, ici tout simplement, et une roue qui tirait un système de pont, sorte d'ascenseur, hein, où il y avait les blocs, et ensuite c'était chargé sur, des chariots, hein, avec tirés par des chevaux, hein, vous voyez, hein, parce qu'il y avait pas évidemment, c'était pas encore l'âge d'or du rail, du fer et encore moins derrière de l'automobile ou des camions, comme on pourrait avoir aujourd'hui pour les carrières et donc les blocs étaient tirés comme ça et amenés sur place. On pouvait utiliser les navires aussi, hein, je parlais du Val d'Oise tout à l'heure par rapport à la distance à Paris, on pouvait utiliser la Seine pour, à venir alimenter les les sites parisiens. Donc en conclusion, hein, Paris est finalement né, d'un calcaire qui a une plus vieille histoire, hein, qui a une histoire il y a 45 millions d'années où on avait une mer tropicale à l'époque avec des palmiers. Ces sédiments calcaires ont formé cette pierre qu'on pourrait appeler la pierre de Paris ou lutétienne, l'ancien nom de Paris. Et cette exploitation de ce lutétien, à la fois au départ en surface et surtout en sous-sol, hein, et ben, a permis de construire véritablement Paris, et ce qui a permis aussi d'apporter la fierté de Paris puisque tous les grands monuments ont été construits à partir de l'utilisation de cette pierre et on voit que dans la ville, la pierre et l'homme sont omniprésents, il y a un lien fort entre les 2. Il y a toujours un lien aussi fort, hein, puisque comme je le disais, c'était la deuxième ressource la plus exploitée derrière l'eau, derrière la ressource en eau, mais on l'utilise de manière un peu différente aujourd'hui, puisque le béton a beaucoup remplacé la pierre de construction, hein. Donc on utilise plus les bouts de roche pour faire des routes, pour faire, du béton. On en met dans le béton, mais on n'utilise plus le pierre comme pierre de construction comme avant, hormis pour l'exemple de Notre-Dame, la réfection de monuments historiques. Voilà, je vous remercie et bah, je suis, disponible pour toutes les questions qu'il peut y avoir, hein. Alors, Alors je vois qu'il le y a des temps. questions, je vois sur le chat qui sont intéressantes. Oui, 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 oui. On va les laisser donc arriver. Je vais quand même te poser une question un peu initiale. Cet éclairage très intéressant sur la ville de Paris, ses constructions, ses origines géologiques, hein. Est-ce qu'on pourrait le faire pour toutes les villes de France? Est-ce que du coup, parce que j'imagine qu'il y a des endroits où il n'y a pas autant de calcaire. Donc, est-ce que ce travail-là pourrait être fait pour d'autres villes à partir justement d'une étude des constructions? Alors oui, alors je connais pas tout là je connais bien Paris parce que c'est là où je travaille maintenant et que Bien j'ai dû sûr, faire, bien sûr. un peu de voilà, un peu de biblio. Mais, alors oui, ce qui est intéressant avec la géologie, c'est que là, en fonction où on visite, on voit que les monuments n'ont pas la même couleur. On voit que les monuments, ne sont pas faits de la même chose. On voit en Bretagne, par exemple, il y a beaucoup de granit qui forment les églises, hein. Les églises sont en général un bel exemple, hein, de construction parce que pour faire les églises, c'est assez ancien. Donc on a dû exploiter ce qu'il y avait sur place. Donc c'est un très bel exemple de roches locales qui sont utilisées. Donc je peux penser au granit en Bretagne, par exemple, ou, si on va de l'autre côté de la France, dans les Vosges, on a le grès rouge, le vieux grès rouge qui s'est déposé lié à l'érosion d'une chaîne, de montagnes anciennes. Donc on a ces bâtiments un peu en grès rouge. Si on va à Clermont-Ferrand, par exemple, bah, on a la pierre volcanique. Donc on a des monuments un peu noirs, qui aussi sont aussi caractéristiques. En restant dans le calcaire, par exemple, peut-être plus vers Marseille ou le bassin du Sud-Est, en tous les cas, on avait aussi pas mal de carbonate, puisque c'est un grand bassin carbonaté aussi comme le bassin parisien. Donc on peut retrouver aussi des monuments un peu similaires en termes d'éléments. Donc oui, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, en fonction de la géographie locale, de la géologie locale, on a des monuments qui ressemblent à la géologie. Voilà, je pose cette question, hein, pas complètement innocente, hein, parce que je pense justement à nos collègues, hein, sur l'ensemble du territoire, ça pourrait leur donner des idées justement pour remonter à la géologie de leur ville. C'est un bel exemple Effectivement, de travail, de recherche, qui peut être fait en s'appuyant aussi sur des sources historiques, j'imagine. oui et voilà exactement, moi je l'ai voulu orienter pour les voilà,
pour les CM1, CM2, on peut lier géologie, histoire. On peut faire un cours d'histoire en même temps qu'un cours de géologie, un cours sur l'homme aussi, d'un côté naturaliste. Donc on peut, mixer plusieurs disciplines aussi, et faire voilà, un petit travail historique et en même temps, travailler le côté naturaliste, quoi. Bien, allez, on va retrouver donc maintenant les questions des élèves. Alors, oui, tu as fait référence à ce calcaire, hein, présent, donc à la surface de Paris. Comment se forment justement ces minéraux? Tu en as dit quand même, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure avec, ce moment, hein, particulier où Paris était, en partie sous l'eau, mais tu peux peut-être rappeler, rapidement comment se forment ces roches? Oui, alors effectivement, j'ai pas voulu forcément aller dans le détail, mais s'il y avait des questions, on peut y répondre. Donc le carbonate est très présent, hein, le calcaire est quelque chose de très présent. D'ailleurs, vous pouvez faire le test, pour ceux qui sont en terrain calcaire, donc je parle au Jura par exemple, ça peut être le Sud-Est, l'Île-de-France ou Bordeaux. Il suffit que vous fasse couler votre robinet, dans votre salle de classe pour vous rendre compte que vous avez du calcaire qui va venir précipiter, hein. Vous avez tous fait l'expérience chez vous. Alors là, on sait plus, moi je suis originaire de Franche-Comté, donc je sais que c'est un terrain très calcaire et là on avait des gros problèmes de tuyauterie avec le carbonate, parce que le carbonate, c'est un élément qui se dépose très facilement, hein. C'est du calcium, du carbone et de l'oxygène, donc des éléments très légers, donc très abondants, et il n'y a pas besoin de conditions particulières pour les précipiter, hein, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça qu'on le retrouve, en quantité, importante. En termes de température, on n'a pas besoin qu'il fasse très, très, très chaud, on n'a pas besoin qu'il y ait des conditions de dessalure, très fortes, hein, c'est vraiment des éléments qui se trouvent et qui interagissent entre eux et qui donnent le CaCO3, et c'est surtout aussi la dégradation d'organismes. Parce que les organismes puisent, si on peut dire, ces éléments-là dans l'eau pour former leur coquille pour se protéger, hein. Les bivalves, les gastéropodes, toutes les bestioles qu'il peut y avoir dans l'eau, hein, ils utilisent ces éléments-là pour faire leur coquille, pour se protéger aussi des prédateurs et cetera, et quand ils meurent, bah, la partie, heu, la partie organique va se dégrader, hein, parce qu'elle ne peut pas se préserver. Par contre, la partie, elle, calcaire, la partie, minérale, elle va se garder, et c'est ce qui forme ensuite les roches. C'est une accumulation, d'éléments, squelettiques qui vont Donc c'est bien former. sur des temps géologiques, hein, que les roches se forment, C'est c'est des bien sur millions des temps d'années, hein? géologiques. Voilà, c'est ça. Là, il faut faire à chaque fois le saut entre ce qui est temps long et ce qui est temps court, hein, forcément, construire une ville, c'est un temps court, on va dire, ou construire un monument, plus ou moins à notre échelle humaine, mais ça reste comme un temps court pour nous, les géologues. Alors que sur les processus là, c'est des millions d'années, où les sédiments vont petit à petit s'accumuler au fond pour, former au départ un sédiment, quelque chose d'assez malléable, et puis ensuite par le temps, par les processus physiques-chimiques, quelque chose de dur, la roche, quoi. Alors, justement, comment, expliquer le changement de paysage qu'a connu, Alors ça, c'est une Paris et question extrêmement intéressante. Alors effectivement, on est passé d'une mer à une topographie d'une centaine, de centaines de mètres. Alors, eh ben, pourquoi? Bah, parce que la mer s'est retirée à un moment, hein. Vous savez que la mer peut venir, elle peut venir ce qu'on appelle une transgression, c'est-à-dire progresser sur les terres ou au contraire se retirer. Il y a des moments où donc la mer s'est retirée, elle s'est retirée définitivement il y a 30-35 millions d'années. Ensuite, bah, c'est grâce, alors Paris, la morphologie du paysage à Paris est liée grâce, à la mise en place des Pyrénées. Ça peut paraître un peu, lointain, en se disant: «Comment la mise en place des Pyrénées peut-elle influencer le relief parisien aujourd'hui?» Bah, c'est un contre-coup, de la formation des Pyrénées, hein, qui est liée à l'ouverture du golfe de Gascogne, hein, qui va faire pivoter, l'Espagne contre la France, qui va donc avoir la conséquence de mettre en place les Pyrénées, et ce contre-coup de la mise en place des Pyrénées va venir onduler un peu, onduler un peu le paysage à Paris. Après, c'est un système hydrographique. On avait beaucoup de fleuves, hein, la Seine et cetera, qui a creusé le sol. Alors la Seine, hein, la nature, elle est un peu feignante comme nous, hein. Il y a pas de différence. Elle creuse là où c'est le plus facile, et ce qu'elle a creusé, bah, c'est les calcaires. Un calcaire, ça reste quand même tendre par rapport à une roche un peu plus dure, comme un sable, surtout quand il y a un sable qui est fait de certains éléments, et donc on a des buttes parce que dans ces buttes-là, on a des niveaux qui sont durs et puis on a des creux, et c'est des niveaux en mmh. général, il y avait des niveaux qui étaient assez solubles comme le gypse ou le calcaire, donc et c'est ce qui a créé, un peu ces paysages, ce relief parisien, surtout si on va dans le Vexin, donc dans le Val d'Oise, j'en parlais, ou formidable exemple qui est la butte Montmartre,
qui est un très bel exemple de ces buttes-là, parce que au-dessus de Montmartre, on a un niveau de sable, le sable de Fontainebleau, et en dessous, on a du gypse. Donc le gypse a été préservé de l'érosion parce qu'on avait ce sable dur qui était au-dessus, et d'ailleurs Montmartre a été exploité, hein, pour le gypse. Donc tout Montmartre a été exploité, tout comme, alors pour autre chose, hein, pour le coup, que pour le calcaire et faire les monuments, mais c'est un bel exemple aussi d'extraction en souterrain, sous Montmartre. Alors tu as à plusieurs reprises, fait, donc évoqué le travail des carriers. Comment ils choisissaient les bonnes pierres? Enfin, comment ils arrivaient justement à repérer quelles étaient les pierres qui allaient pouvoir être utilisées et celles qu'il valait mieux laisser de côté? Alors oui, ça, alors là, il aurait fallu peut-être que j'aille plus loin dans mes recherches, historiques. Mais je sais que par exemple pour les alors pas forcément pour le calcaire, je sais pas s'ils faisaient ce test-là, hein, mais je sais que pour les grès, parce que l'autre grande j'en ai pas parlé, mais l'autre grande, roche qu'on exploite en région parisienne, c'est le grès. Le grès a été peu utilisé pour faire les bâtiments, mais plus pour faire les pavés, pour faire les rues. Hein, donc c'est-à-dire que le calcaire était fait pour les monuments et le grès était plutôt fait pour les rues parce que tout simplement en termes de taillage, voilà, c'est un élément qui était très dur. Donc je sais que pour les rues, ils avaient, pour le grès qui était exploité, ils avaient un test, hein, ils appuyaient ils tapaient au marteau sur la roche et en fonction de la qualité, en fonction de la composition de la roche, s'il y avait des éléments un peu, s'il n'était pas totalement pur, donc il y avait des éléments un peu impuretés et cetera, il y avait un certain son qui sortait et le son intermédiaire, c'est celui qui savait que là, il était bon. Donc ils avaient aussi un peu une expérience, par rapport, voilà, en faisant des tests un peu mécaniques comme ça. Ils testaient un peu savoir, parce que la diffusion du son, par exemple, dans une roche, bah, le son qui en sort, hein, vous pouvez faire le test là aussi, si vous tapez sur, quelque chose qui est creux ou quelque chose qui est plein, vous aurez pas le même son. Et donc en fonction de la composition minéralogique et notamment de ces petits éléments qui peuvent venir se substituer à d'autres dans des roches, et ben, on peut avoir un son différent et donc une solidité de la roche différente. Donc je sais qu'ils faisaient ce genre de test, par exemple. Alors, il y a une question, vraiment qui s'adresse à l'historien de Paris, là. Pourquoi on est passé de Lutèce à Paris? Qu'est-ce qui a fait ce changement? Ah oui, j'ai vu ça. Alors là, j'avoue que est-ce que c'est après l'époque gallo-romaine? Ça, il faudrait faire des recherches. Donc là, je pourrais malheureusement Oui. pas répondre. Mais je Alors chercherai, parce que c'est vrai que c'est une bonne question. et du coup, l'âge du pont de la Concorde, tu as une idée? Oui, oui, c'est autour de la Révolution française, donc 1700, ça a dû être commencé avant la Révolution française et après ça a été terminé après à 1791 qui a dû ça a dû être finir comme ça, quoi. Alors, il y a une question, comment dirais qui, révèle, une petite inquiétude tout de même, mais à force de prendre, ces pierres, d'ailleurs, on a bien vu qu'à un moment donné, il a fallu arrêter, hein, de creuser parce qu'on allait à la catastrophe, mais est-ce qu'on va pas finir par en manquer? Enfin, qu'est-ce qui se passe là? À force d'utiliser les ressources, du sol, est-ce qu'on va pas se retrouver, coincé? Alors là, je reprends ma casquette de ce que je fais aujourd'hui, parce que là, en tant que service de l'État, voilà, on a des plans à supporter, hein, des plans donc là, en l'occurrence, moi, je suis responsable du schéma régional des carrières, donc c'est un plan qui planifie, justement, comment on va exploiter les roches, quelle quantité on peut exploiter et cetera et on a des obligations d'avoir une gestion économe de la ressource parce qu'effectivement, la roche n'est pas une ressource, renouvelable, hein, elle n'est pas infinie et donc en faisant des plans comme ça, autour des carrières et ben, il établit un peu des règles, des mesures. Donc c'est des documents qui sont extrêmement longs, hein, à rédiger, et qui sont faits en consultation avec, différentes associations, différents les professionnels d'extraction et cetera. Donc tous les partenaires, socio-économiques et qui doit dicter comment dans les 12-15 prochaines années on va, extraire la roche et comment on l'utilise et comment on peut la supplanter par l'économie circulaire, hein, en réutilisant, bah, par exemple quand on détruit un bâtiment, on peut recycler le béton de ce bâtiment-là. Donc ça, c'est une ressource, hein, tout comme une ressource qui est extraite, ou en utilisant ce qu'on appelle des matériaux biosourcés, hein. Le bois, par exemple, est quelque chose qui commence à arriver en masse, surtout pour la région Île-de-France, puisque, bah, on peut construire une ossature bois dans un bâtiment et le bois étant, un bon puits de carbone, c'est aussi, ça doit aussi respecter on doit aussi atteindre la neutralité carbone, parce que l'État s'est engagé en 2050 à atteindre la neutralité carbone, donc c'est aussi un bel exemple
d'aller de ce genre de ressources, ou le géosourcé. Le géosourcé, hein, c'est aussi un exemple d'utilisation d'alternative à la ressource minérale extraite. Qu'est-ce que tu veux dire par géosourcé? Le géosourcé, ça peut être les terres excavées, hein, aujourd'hui avec le Grand Paris, pour faire les nouvelles gares, pour faire les nouveaux souterrains, on extrait beaucoup de terre, et ces terres-là sont réutilisées, en étant recompactées, mélangées avec de la paille, et faire des briques de terre. Donc on obtient un peu un béton de terre, si on veut, qu'on peut être utilisé. D'ailleurs, le village olympique des athlètes, là, par exemple, pour rebondir sur les JO olympiques qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps en Île-de-France, et ben les bâtiments donc là où étaient logés les athlètes, hein, le village olympique des athlètes, il y a eu une grosse part d'ossature bois, hein, ou la piscine qu'on a vu avec son toit en ossature bois, mais également des briques de terre qui ont un très grand intérêt. C'est que, en cas de forte chaleur, ils absorbent beaucoup la chaleur, hein, et donc ça, vers les climats où on risque d'avoir de plus en plus de canicules, c'est aussi quelque chose qui est, en termes de régulation de température dans l'intérieur d'un bâtiment, qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, c'est pas un hasard, hein, parce que ces briques de terre, elles sont surtout situées aujourd'hui les bâtiments du Maghreb, hein, soit au Maroc, Tunisie, et cetera, qui eux ont des températures des fois à l'été frôlant les 60, quand c'est dans le désert, et ben, c'est des matériaux qu'eux utilisent déjà, hein, à ce moment-là. Donc, c'est des matériaux avec une très forte inertie, quoi. Tu as utilisé la notion de résistance des matériaux. Tu peux nous expliquer ce que c'est ça et comment on la mesure? Oui, alors, là, c'est en hectopascal, donc c'est une pression que l'on applique sur la pierre, jusqu'à ce qu'elle casse, tout simplement, hein, et au moment où elle casse, on sait sa limite, atteinte donc de pression. Donc ça, alors il y a une pression cylindrique et une pression, non cylindrique, donc voilà, en fonction de là où on appuie sur la roche, et voilà, donc je parlais de 13 mégapascales, par exemple. Il faut savoir qu'aujourd'hui un béton, c'est autour des 50, hein. C'est pour ça que le béton a beaucoup supplanté, la roche, et puis les bétons très haute performance qu'aujourd'hui on utilise, comme par exemple le viaduc de Millau, hein, qui était, voilà, une prouesse technologique, puisqu'il doit supporter des contraintes extrêmement élevées, hein. Le viaduc de Millau, le béton haute performance, c'est 90 mégapascales. Ça vous permet de vous rendre compte par rapport au pont de la Concorde qui est à 13 pour la roche, mais le pont de la Concorde est toujours debout. Donc même avec une roche à 13 Oui. mégapascales, la façon de la construire, la façon d'utiliser la pierre, parce qu'il y a aussi ça qui est important, hein, dans la structure de l'arche, permet de répartir la pression. Oui, justement, j'allais te demander pourquoi on avait abandonné la pierre, mais tu as donné des éléments de réponse. Le béton est plus élastique peut-être, non? Alors le béton est beaucoup plus facile à produire en très grande quantité. Il y a eu aussi des très gros progrès évidemment en termes de résistance, hein, ce qui est très, très important lorsque l'on peut avoir des catastrophes. Et puis après, il y a un moment aussi de on peut plus tout construire en pierre. Sinon imaginons, il faudrait encore des carrières et des carrières, des carrières, de pierre. Or, ça a largement déjà été exploité pour Paris, pour les monuments anciens. Alors il y a que des carrières qui ouvre de temps en temps pour, faire de la restauration de monuments historiques, parce qu'il faut retrouver la même pierre. Donc là, effectivement, on peut avoir des carrières de pierre ornementales, mais sinon c'est des éléments en fait qui sont concassés, qui sont mis avec d'autres éléments, qui sont chauffés, qui sont liés avec des ciments, et cetera, pour avoir une résistance plus importante. Et aujourd'hui, le béton a supplanté vraiment en termes de coût et en termes de possibilités de construction, la pierre, classique. Mais il faut quand même du sable. Et il faut quand même du sable, effectivement. C'est toujours un mélange. Il faut du sable, de l'argile pour faire un ciment, hein, et ce qu'on appelle des granulats, donc des petits morceaux de pierre, quoi. Mmh. On va parler des carrières, sous Paris, jusqu'à quelle profondeur, justement les exploitants sont allés pour aller chercher des pierres? Ben, les exploitants, eux, ils avaient l'objectif d'atteindre, parce que j'ai parlé de la pierre de Lutétien, mais en réalité, hein, dans le Lutétien, évidemment, c'est une très large période géologique. Donc, les carriers étaient intelligents, ils savaient quelle partie du Lutétien était intéressante à extraire, donc ils allaient toujours chercher cette partie-là, qui était plutôt du Lutétien moyen en réalité, c'est-à-dire au milieu du Lutétien. Et les carriers ont nommé, d'ailleurs les différentes, formations géologiques, par des noms, hein, et donc il y a un nom qui s'appelle le Mont-Royal. S'ils ont appelé ça le Mont-Royal, c'est que la qualité de la pierre était très bonne, puisqu'ils l'ont appelé royal, et donc ils allaient creuser jusqu'à atteindre en général cette couche qui pouvait faire 4-5 mètres, pas plus, hein, d'extérieur. On voit, dans les photos que j'ai pu voir, donc ils pouvaient creuser jusqu'à 10-15, jusqu'à ce qu'ils atteignent, alors je sais pas, j'ai pas eu idée de la profondeur maximale qu'ils aient pu aller, mais en tout cas, ils allaient jusqu'à trouver cette pierre-là, parce que tous les pierres de Lutétien ne sont pas bonnes, encore une fois, voilà, il y a des niveaux qui étaient trop riches en fossiles, donc s'il y a trop riche en fossiles, Mmh.
c'est quelque chose qui se casse facilement, hein. Vous avez un agrégat et donc c'est pas très résistant. Donc au contraire, ils allaient chercher vraiment des niveaux très bien précis, dans la série du lutétien, et c'était en général 4-5 m qu'ils exploitaient. Et tu peux nous rappeler quand est-ce qu'on a commencé à creuser, sous le sol de Paris là? À peu près à quelle époque? Bah, dès l'époque gallo-romaine, hein, donc il y a, 75 avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 2000 ans, déjà où, on extrayait de la roche. Et ces carrières aujourd'hui sont rebouchées, sont comblées ou elles sont toujours, creuses? Oui, oui, elles sont comblées, effectivement, la plupart, d'ailleurs moi je me bats, côté patrimoine géologique pour essayer de garder, Oui. des parce que les carrières, voilà, permettent d'observer le patrimoine géologique, permet d'avoir des structures sédimentaires, des éléments, de la roche et c'est vrai qu'en général c'est rebouché. Surtout qu'on a beaucoup de terre excavée et ça c'est une vraie question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette terre qui est extraite pour faire le Grand Paris en l'occurrence ou les grandes infrastructures, hein, que l'on connaissons et l'urbanisation a beaucoup, beaucoup mangé, hein, du coup effectivement, tous ces carrières. Mais en souterrain par contre, Paris est toujours un gruyère, hein, vous voyez les catacombes par Mmh. exemple, bah, les catacombes, hein, ça reste à nu, tel que c'était, tel que les carriers ont laissé quoi. Donc on voit encore les Et piliers et 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 cetera. lors de la construction des métros, on était sous la zone, lutétienne du coup là? On était plus en Oui, oui, profondeur? oui, oui, c'est ça, tout à fait, oui. OK. Il y a plus d'affaissement, enfin, ce sont des risques, qui sont, aujourd'hui Il y a plus amoindris là par rapport aux carrières? il Il peut toujours y en avoir. Alors il y a un double risque. Il y a le risque calcaire, hein, parce que ça a été trop exploité. Vous voyez, il restait qu'un tout simple pilier. Il suffisait que ce pilier bouge un peu et presque tout tombait, hein. C'est pour ça qu'il y a l'inspection générale des carrières qui aujourd'hui fait toujours un travail, et ça existe D'accord. toujours, qui fait toujours un travail d'inspection parce qu'il y a des endroits où on se doute même pas qu'il y a des carrières. Il y a des endroits, il y a des gens qui ont Oui, acheté des bâtiments et on leur a dit, ouais, plus tard, ils ont eu des problèmes et on leur a dit: «Ah ben en dessous, vous avez une carrière» parce qu'ils ont fait un test radar ou, aujourd'hui on a des moyens un peu plus modernes et tout d'un coup, surprise, il y a une carrière, donc tout n'est pas encore, même aujourd'hui, hein, répertorié. Et d'ailleurs, il y en a eu un sujet, alors c'est pas lié à l'effondrement d'une carrière en elle-même, mais la fameuse autoroute A13 qui a été bloquée, pendant un certain temps, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est lié à des travaux en souterrain qui ont fait qu'il y a eu un affaissement de l'A13, parce que c'est des personnes qui ont fait un peu n'importe quoi, en dessous, quoi. Donc voilà, c'était un bel exemple aussi de montrer que l'effondrement, bah, ça existe encore aujourd'hui, même si les risques sont maintenant, plus minimes, mais tout n'est pas encore connu et c'est pour ça que l'inspection générale des carrières existe toujours. alors il y a des questions sur, les différentes résistances des pierres. Les roches granitiques sont peut-être plus résistantes que le calcaire? Oui, alors après je pourrais pas donner de chiffres là, je suis désolé, mais effectivement, un granit, voilà. Alors après tout dépend le granit là encore, on peut rentrer dans voilà, en fonction de là où on est. On va pas avoir le même type de granit, hein, mais le granit qui est fait par exemple de quartz, qui est un élément extrêmement résistant, hein, effectivement, on va avoir une résistance un peu plus importante. Oui, il y a aussi une question, qui aussi révèle un étonnement par rapport aux roches, volcaniques, parce que c'est vrai que ça semble des roches assez légères, donc on peut quand même faire des constructions avec des roches volcaniques. Oui, oui, effectivement. Alors, j'imagine pas tout type de construction, hein. Là encore, je pourrais pas m'avancer, mais je sais que voilà, il y a Je certains pense à la éléments. cathédrale de Clermont-Ferrand, Oui. il me Alors chez semble, les hein, qu'elle est Oui, ouais, oui, oui, oui. Et vraiment cette couleur très très particulière, très noire. très ouais, très sombre. Ça tranche vraiment, bah, avec les bâtiments blancs. Alors bon, à Paris, des fois, avec la pollution, maintenant, on a des bâtiments qui sont aussi sombres, mais ça, c'est autre chose. Mais quand la cathédrale Notre-Dame, par exemple, qui vient juste d'être rénovée, on voit la blancheur à l'intérieur, oui, on peut avoir différentes, couleurs entre les 2. Alors il y a de l'étymologie. Est-ce que tu sais d'où vient l'origine étymologique du mot pierre? Parce qu'évidemment, tu en as parlé beaucoup, c'est le mot clé, de ta présentation. Alors je pense que ça vient du grec lithos, pierre, hein. D'ailleurs, on parle de lithostratigraphie, hein, on parle de lithologie. Hein, donc la stratigraphie des pierres, des roches, si vous voulez. Donc je pense que ça vient du grec lithos, qui voulait dire pierre. Alors, il y a des questions sur la commercialisation ou même les échanges qui seraient liés aux pierres. Est-ce qu'on importe, des pierres et est-ce qu'on en transporte pour, en faire bénéficier d'autres régions? Autrement dit, est-ce qu'avec on peut extraire dans une carrière qui se trouve dans le nord de la France, que sais-je, et les envoyer ailleurs parce que justement on en manque? Autrement dit, est-ce qu'on fait des constructions avec du calcaire dans des endroits où il y en a pas?
Alors moi je vais prendre l'exemple de l'Île-de-France. L'Île-de-France ne peut pas subvenir à ses besoins en termes de matériaux parce que voilà, on est une région qui construit beaucoup, hein, on a une toute petite région en termes de superficie, mais on a 20 de la population rien que sur l'Île-de-France, alors que ça fait moins de 8 du territoire. Donc voilà, il y a besoin d'infrastructures, il y a besoin de logements et cetera, et on importe de partout en France, nous, hein, donc on importe même des roches éruptives, parce que les roches éruptives sont utilisées, par exemple, pour faire le bitume, hein. Donc ça, on n'a pas de roches éruptives en Île-de-France, hein, puisqu'on a des terrains sédimentaires, pardon. Donc oui, nous, si tu regardes que l'Île-de-France, déjà, on apporte même de Belgique des calcaires, hein, par exemple, mais on apporte, des Hauts-de-France, effectivement, de Normandie. Ça vient par bateau, hein, par le fleuve. On apporte du Grand Est, et cetera, et cetera. Donc jusque la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie. Donc pour ma part, je dirais, voilà, un exemple qu'effectivement, aujourd'hui, c'est cosmopolite, hein. On n'a pas de avec les nouveaux moyens, on s'arrête pas à prendre uniquement de la pierre locale, hein. D'ailleurs pour Notre-Dame, hein, le parvis est fait en comblanchien qui est un calcaire de Bourgogne, de Comblanchien, la ville, et c'est souvent des calcaires qui sont, utilisés dans beaucoup d'endroits pour faire les sols. Ça donne un couleur vraiment quelque chose un peu, qui fait beaucoup de fossiles, qui est vraiment très joli comme pierre ornementale. Voilà un bel exemple qui est amené par rail pour le coup, hein, quand ça avait été refait là, récemment, à l'identique, c'est marrant de voilà, bah, par fleuve, rail, en fonction des époques, heu, mais voilà, c'est un bel exemple aussi d'importation. Tu faisais allusion tout à l'heure à ton travail de gestion de la ressource. Il y a donc, on utilise les pierres, mais il faut aussi gérer la ressource. Alors, est-ce qu'il y a des roches qu'on préserve, qu'on évite d'utiliser ou dont on limite justement l'usage? Est-ce qu'il y a des règles là-dessus Alors oui, dans effectivement, il y a la des rails. réglementation nationale? Oui. Heu, Notamment, par exemple, je pense aux alluvionnaires. Les alluvionnaires, ce sont des sédiments qui se déposent dans les fleuves, hein. Ce sont les cailloux qui sont roulés dans les fleuves, hein. Donc si vous allez alors ceux qui sont en montagne ou ceux qui ont été en montagne et cetera, bah, vous pouvez ou même vous allez dans un fleuve, vous voyez qu'il y a au fond d'une rivière, il peut y avoir des cailloux de toutes sortes qui sont roulés. Ces cailloux roulés alluvionnaires, eux, ils sont très utilisés pour faire le béton. Or le béton est un élément important. Ces alluvionnaires-là, c'est une vraie question de gestion parce que, bah, il faut aller les chercher dans les lits majeurs des rivières, hein, et ça a un impact environnemental qui est pas négligeable, hein, évidemment, d'aller toucher, à la rivière, même si, maintenant on a interdit d'aller toucher aux lits mineurs, c'est-à-dire là vraiment où il y a l'eau, hein, heu, là où la rivière passe. Ça a été interdit depuis 94, mais en tous les cas, dans le lit majeur, on y va, et ça, comme ça rentre dans la confection des bétons et que les bétons, c'est essentiel, on a vraiment sur ce point de vue-là, on a une vigilance particulière de gestion parce que, on risque d'avoir des pénuries, dans les temps futurs, et que c'est difficilement substituable par d'autres sources pour faire le béton. Et alors comment on fait? Alors, ce qu'on peut utiliser, c'est du roche massive, calcaire massif on peut arriver à substituer avec, donc en mélange. Donc en général, on fait des mélanges, ça peut être aussi on peut introduire maintenant, c'est ce qu'on essaye de faire nous, hein, dans le schéma, hein, d'introduire des granulats recyclés, des alluvionnaires recyclés, hein. C'est-à-dire on prend des anciens bétons, ils sont reconcassés, qui sont rebroyés pour refaire des granulats qui peuvent être réutilisés, réincorporés avec un certain pourcentage, dans les nouveaux bétons. Alors, les normes aujourd'hui ont évolué, hein, elles évoluent toujours. Il y a aussi des organismes scientifiques, hein, qui font des études pour voir jusqu'à quelle teneur on peut substituer, du granulat naturel, pour essayer de les substituer au maximum avec, du recyclage. Donc voilà, ça aussi, ce sont des pistes, donc qui sont travaillées. On va terminer par une question un peu plus personnelle. Donc, tu nous as dit, que tu avais une formation de géologue alors mais, qu'est-ce qui t'a amené, à faire ce travail, à choisir même la géologie? Peut-être qu'il y a un élément déclencheur, une passion pour la pierre et finalement, ce qui t'a conduit à faire ce métier? Alors moi, j'aimais beaucoup être dehors. J'avoue que je suis quelqu'un qui aime être, voilà, en extérieur. Donc, voilà, les sciences naturalistes, au départ, hein, SVT comme, jusqu'à la licence, hein, jusqu'à l'université, en tout cas, on mélange, vie et terre, et j'avoue que voilà, j'aimais bien découvrir, et ensuite, bah, le côté roche est quand même assez énigmatique, hein, et quand on va au départ, on a l'impression que voilà, c'est une discipline un peu, on ne saurait pas dans quelle catégorie la classer, et quand on commence à creuser un peu,
on se rend compte que la roche, bah, voilà, hein, comme je l'ai dit en introduction, on l'utilise partout et c'est quelque chose d'essentiel et on a un lien fort, hein, avec cette roche, quoi, en fonction du territoire aussi. Donc c'est aussi une façon de revoir son territoire, de revoir ses paysages, de revoir, la géologie. La géologie est complexe, il y a une période passée, vieille de plusieurs millions d'années, aujourd'hui une autre période et on en fait de cette période-là passée, on en fait quelque chose de complètement différent. Donc il y a vraiment ce lien aussi qui nous unit entre histoire et histoire récente et la paléo-environnement, quoi. Donc j'imagine que quand tu te balades, dans des villes qui sont pas forcément celles de Paris, il y a de temps en temps des petites lumières qui s'allument et qui te donnent des informations, hein, sur, le contexte géologique de l'endroit où tu te trouves, hein, c'est un peu ça? Oui, oui, voilà, tout à fait, exactement. Ou un paysage, ça c'est vrai qu'aussi un Ouais. paysage, bah, voilà, ne serait-ce que si on a une vallée, si on a une montagne, pourquoi on a ça? Il y a différents processus derrière, donc oui, oui, effectivement, voilà, c'est quelque chose qu'on est beaucoup plus sensible après avoir suivi, voilà, une dizaine d'années de formation, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume, voilà, notre première intervention s'achève. Heu, Vraiment sincère remerciement parce que ça nous a éclairés, hein, sur des regards qu'on porte pas forcément sur les villes et sur ces habitations, parce que je pense que la question, elle va se reporter aussi sur les habitations, hein. Parce Et oui. qu'évidemment, les matériaux utilisés, bah, ils sont souvent ceux qui sont, à proximité. Donc, c'est intéressant d'avoir ce regard et de se poser des questions sur la géologie de ma ville. Voilà, donc merci beaucoup Guillaume et puis on se dit, Merci. peut-être à bientôt Oui. on reviendra sans doute vers toi parce qu'il y a tellement de questions, Oui, alors peut-être il faut pas certaines, hésiter. voilà, certaines sont pas forcément, directement liées à tes activités, mais en tout cas, il y en a encore quelques-unes là peut-être qui peuvent être intéressantes, peuvent donner lieu à on te remercie beaucoup et on va Merci accueillir beaucoup. Camille.